Qui est FAC? Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour tout le monde et bienvenue au Forum FAC 2022. Je m'appelle Darlene McBain et je suis directrice au sein de l'équipe des relations avec l'industrie à FAC. C'est un plaisir pour moi de passer la prochaine heure et demie en votre compagnie et nous sommes très heureux de voir que vous vous êtes joints en si grand nombre pour cet événement. Je vous rejoins cet après-midi du studio Encore, situé à Montréal, sur les terres traditionnelles non cédées des nations Mohawk et Algonquiennes. Ce territoire a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise et les environs. FAC honore et respecte la diversité, la force et la contribution de tous les peuples autochtones, et cela dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Maintenant, avant de poursuivre, je souhaite m'assurer que vous êtes tous bien installés confortablement pour profiter pleinement de l'événement. L'alimentation, la production et la provenance de nos aliments sont au cœur des préoccupations du monde. Avec une population mondiale grandissante, il devient primordial de se questionner sur comment nous allons assurer une sécurité alimentaire pour tous. Et pour parler de cela et du rôle de leader que nous pouvons tous et toutes jouer pour bâtir un avenir alimentaire durable, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec un des piliers de l'industrie agricole et agroalimentaire du Québec, nul autre que Marcel Groslot. Marcel est producteur laitier originaire de Thetford Mines. En 1988, il prend la relève de la ferme familiale avec son frère et s'implique dans le mouvement du syndicalisme agricole. En 2004, il devient président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. En 2011, président général de l'Union des producteurs agricoles, fonction qu'il a quittée tout récemment en décembre 2021. Le mot « retraite » ne semble pas faire partie de son vocabulaire, car il est toujours président de l'UPA Développement international, ainsi que de la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire, qui est à l'origine du mouvement « Nourrir l'humanité durablement ». Bonjour Marcel, bienvenue. Bonjour Darlene. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ça va bien. Parfait. Alors, avant de commencer, je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent que nous nous connaissons quand même depuis quelques années oui. Et nous avons eu le plaisir de collaborer et de travailler ensemble. Donc, si tu permets, on va se tutoyer, Marcel. Absolument, absolument. Okay. Parfait, je veux juste qu'on soit à l'aise. Donc, avant de commencer, je viens de faire un petit résumé très, très condensé des enjeux puis des dossiers que tu as travaillés au fil des années. Et puis, ça fait maintenant 3 mois que tu es ce qu'on appelle à la retraite de l'UPA. Puis, j'ai envie tout d'abord de te demander, Marcel, comment ça va depuis cette retraite? Ben d'abord, ça fait presque 4 mois. Oh, OK, ça passe vite, le temps passe vite. Ben oui, moi, je les compte. Non, sincèrement, ça va mieux. Parce que je dois dire que les premiers jours après, là, quand tu laisses un poste comme celui-là, tu cherches des repères. Ouais. Tu cherches à te recréer des repères. Ta vie change complètement. Même si on est préparé, on croit qu'on est préparé, reste que quand ça arrive et que tu le vis, il y a quand même une période d'adaptation qui est nécessaire. Puis bon, j'ai eu à la traverser. Je suis en train de faire cette transition-là. Puis comme tu l'as dit, je suis encore impliqué un peu là à quelques niveaux. Puis je dirais heureusement,
parce que ça a permis cette transition-là qui est en train de se faire aussi. C'était tout un changement, on s'entend, là, vos heures dans la semaine. Oui, puis je croyais que j'étais prêt. Là, tu sais, et c'est ce que je voulais, je l'ai décidé, mais il reste que j'avais pas anticipé cette période-là que je suis en train de traverser. Là. Exact. Mais ça va bien. Là. Je veux rassurer tout le monde. Là, ça va bien. T'es en forme, puis tout se passe bien. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Si on parle, là, on remonte à l'époque du plus jeune Marcel. Le jeune Marcel qui a commencé à s'engager au niveau agricole, dans les causes agricoles. Comment es-tu arrivé à vouloir t'impliquer? OK. Ben, ma vie, c'est une succession de rencontres et d'opportunités saisies. C'est ce que j'aime à dire. Là. Moi, je suis arrivé sur la ferme en 1981. Je me destinais pas à devenir producteur agricole. Mon frère Denis, oui. Mais moi, pas vraiment. Puis, mon frère Denis allait faire un stage dans l'Ouest. Il était étudiant à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Et mon père se retrouvait seul l'été, lors de cet été-là. Donc, je suis revenu, moi, je travaillais en Ontario à ce moment-là. Je suis revenu pour passer l'été avec mon père avec l'intention de reprendre mes études à l'automne. Okay. Et finalement, je me suis accroché vraiment les pieds sur la ferme. J'ai adoré travailler avec mon père. On a travaillé ensemble pendant 6 ans avant que mon frère Denis vienne nous rejoindre sur la ferme. J'ai vraiment eu une très, très belle période. J'ai rencontré mon épouse. La famille a commencé. Donc là, c'est comme ça. Quand je dis opportunité, ben c'est un petit peu ça. Là. Je me suis laissé porter par les opportunités. Puis l'engagement dans le syndicalisme ou dans la société, ben c'est mes parents. Mes parents, mon père a été président de coopérative agricole. Il suivait les activités de l'UPA. Ma mère s'impliquait aussi. Donc, chez nous, et toute la famille, c'est la même chose. On s'est toujours impliqué socialement. Mes frères, mes sœurs, j'ai 10 frères et sœurs. Puis on s'est tous impliqués à différents niveaux socialement. Puis parlons-en de ça. Vous êtes le 7e, je crois, d'une famille de 11 enfants. C'est ça. Parents qui travaillent sur l'entreprise agricole, qui ont fondé l'entreprise. Votre père a fondé cette entreprise-là. Votre mère, je crois aussi qu'elle était très impliquée là dans des organisations, la Cercle des fermières. C'est ça. C'est quoi l'influence que vos parents ont eue sur vous là en tant qu'enfant? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a aidé à développer votre leadership? Ben, on avait des parents qui favorisaient beaucoup l'autonomie de chacun. Donc, moi, mon père nous donnait des responsabilités très jeunes, avec très peu d'explications. C'était un homme de peu de mots. Okay. Alors, un bon matin, il décidait, tu vas faucher. Ah oui? Bon, oui, prends le tracteur, vas-y. Tu sais, puis on revenait, si on avait brisé, on se faisait pas chicaner, on se faisait pas blâmer. Ah, viens, on va réparer. Donc, cette attitude-là, ça donne confiance en soi. Donc, ma mère, c'était la même chose. On a des parents qui ont développé notre autonomie et on a tous confiance en nous à cause de cette façon-là que nos parents nous ont responsabilisés. Moi, très jeune, les employés qui étaient sur la ferme, mon père partait le matin, il me disait, Marcel, ça. Les employés arrivaient, c'est moi qui leur disais, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Puis ils étaient plus vieux que moi, ces employés-là. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, c'est ça. Puis votre mère, elle, dans tout ça, comment que son leadership? Ma mère, c'était la leader de la famille. Vraiment, là, mon père s'appuyait beaucoup sur elle au niveau financier. Elle menait les finances de la ferme. Elle s'est occupée de 11 enfants, comme je l'ai mentionné. Donc, travailler à la ferme, en plus de s'occuper des 11 enfants, en plus de voir à ce qu'on réussisse à l'école, les repas, coudre pour habiller tout ce monde-là. Ma mère a travaillé, c'est incroyable. Je t'ai déjà entendu dire, Marcel, dans une entrevue quelconque, que justement, votre mère, c'était une femme que, dans ses valeurs profondes, c'était d'aider les gens. Oui. Est-ce que vous avez hérité un peu de ça, de redonner, surtout, j'imagine? Moi, je dirais d'être empathique, d'avoir de l'écoute, de réaliser que tout le monde n'a pas la même chance. Nous, on avait des voisins qui étaient un peu moins fortunés, puis on n'était pas riches chez nous, là, mais bon, on avait de la viande parce qu'on avait nos animaux et tout, puis bon, ma mère, on donnait
à cette famille-là pour les aider. Ma mère nous disait, jugez-les pas. Donc, on a avoir de l'empathie pour les autres et réaliser qu'on n'a pas tous la même chance, ça vient d'elle. Ça, dans le développement de votre leadership, ça en fait partie? Oui, parce que je pense que tu ne peux pas être un bon leader si les gens ne sentent pas que tu les respectes et que tu les écoutes. Puis moi, ça a été important pour moi. Je pense, j'étais proche des producteurs, j'aimais être avec les producteurs. Puis je me sentais, c'est pas parce que tu es président de l'UPA que tu es différent. Là, Puis je pense que les gens savaient que c'était facile de venir à moi aussi. Donc, cette empathie-là, cette écoute-là, c'est des qualités, selon moi, c'est des qualités nécessaires à un leader. Qui vous a mené dans votre carrière aussi, oui, là, tout au long de votre carrière, d'être la voix des producteurs agricoles du Québec. Une voix crédible parce que c'était vraiment la voix des producteurs agricoles. Alors, ta vie professionnelle n'a pas toujours été tranquille, loin de là. Non. Je sais qu'à la tête de l'UPA, tu as dû prendre plusieurs décisions au cours de votre carrière qui n'ont pas toujours été bien accueillies par tout le monde. Comment vous aviez vécu avec ça? C'est que à la Fédération des producteurs de lait aussi, là, oui. On en a parlé un petit peu, lorsqu'on a envisagé de plafonner la valeur des quotas, même de diminuer la valeur des quotas, puis d'établir un système de transaction pour permettre au plus grand nombre de producteurs, d'entreprises possibles d'obtenir du quota. C'était pas simple, ça. Là. Mais moi, j'étais convaincu, pour l'avenir de la gestion de l'offre, qu'on devait, même si c'était difficile, aborder ce sujet-là et trouver une solution. Puis, on l'a fait d'abord avec le conseil d'administration, mais après ça, on est allé vers les producteurs. Puis, il y a des démarches dans d'abord, faire accepter qu'il y a un enjeu qui pourrait devenir un problème plus grave. Une fois qu'il y a une majorité de producteurs qui ont compris ou accepté ça, là, c'est d'aller vers les solutions. Ça, c'est une autre étape. La solution, c'est une autre étape. Et là, il faut permettre la discussion, il faut permettre les échanges, il faut se donner du temps. Puis après ça, il faut être flexible aussi. La solution qu'on a imaginée, c'est peut-être pas celle à la fin qui va être adoptée dans sa forme intégrale. Ça se peut qu'elle soit obligée d'être modifiée. Mais ça a été, on l'a réussi. Puis je me souviens d'une assemblée annuelle à Québec là, des producteurs de lait où on était au Concorde, c'était plein. Là. Il y avait 7, 8, peut-être 1000 personnes, je ne sais pas, là, mais il y avait du monde debout partout, puis des gens en colère parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils s'étaient déplacés en autobus d'un peu partout au Québec. Et là, j'ai dit, tout le monde va avoir l'occasion de parler. Moi, j'ai dit, on est ici pour parler, s'échanger. On a écouté. Les gens ont argumenté entre eux. À un moment donné, je demandais aux gens de se respecter. Puis la tension a diminué graduellement. Les gens ont compris que l'intention et les objectifs étaient bons. On devait faire des choses. Puis finalement, lors de cette assemblée-là, c'est là qu'on a pris la décision ensemble, unanimement. Là, si je me souviens bien, on était unanime parce que la proposition avait été modifiée légèrement. Mais même les régions qui étaient contre, finalement, s'étaient ralliées. On a pu avancer. Puis les Maritimes ont imité un peu. L'Ontario nous a suivis. Aujourd'hui, d'autres productions sous gestion de l'offre ont plafonné ou gèrent le prix du quota pour que ça demeure un système fonctionnel. Donc, ça a été peut-être le plus gros dossier. Un grand dossier. Mais je vous écoute, puis en fait, c'est ça, vous avez écouté beaucoup durant votre carrière. Tout le temps. C'est ça l'important, le leadership, c'est de l'écoute. Tu peux pas être... les gens ne vont pas suivre ou t'écouter s'ils ne sentent pas que ce qu'ils viennent de dire a été entendu. Ce qui est important. Ce qui est important. Et pendant les plans de financement, l'UPA, ce n'est pas simple à faire adopter non plus. Là. Ça a des conséquences sur beaucoup. Il faut que les producteurs soient volontaires à payer aussi. Tu sais, oui, c'est une cotisation obligatoire, mais le plan de financement, lui, il faut le faire adopter à l'Assemblée annuelle, au Congrès général. Il faut qu'il soit déposé à la Régie des marchés agricoles. Il y a tout un processus. Moi, j'étais à l'aise dans ces consultations-là.
parce que j'allais vraiment me nourrir pour amener la solution qui allait faire le plus grand consensus possible. Vous allez vous nourrir de ce que les gens de ce que les gens disent. Pour C'est justement ça, c'est avoir ça. une solution qui C'est ça. convient C'est ça. de rallier tout le C'est ça. monde. Puis C'est après ça, c'est du leadership. C'est ça. Puis après ça, avec les fédérations que j'ai accompagnées, que ce soit le porc, le lait ou d'autres à d'autres moments, dans les négociations de l'OMC où j'assistais, puis je faisais un peu le lien entre le gouvernement, les négociateurs et les producteurs du Québec. Bien, j'avais à représenter à la fois les producteurs sous gestion de l'offre, les producteurs de porc qui, eux, souhaitaient un marché qui demeurait libre et ouvert, les producteurs de bœuf aussi. Donc, mais il fallait revenir puis faire accepter ou faire comprendre, pas faire accepter, faire comprendre. Puis après ça, les gens ont à accepter ou pas, là, mais faire comprendre que c'était de l'intérêt de l'un et de l'autre, que ce compromis-là qui n'était pas parfait, on vive avec et qu'on continue de travailler ensemble après. Et ça, pour moi, c'était important. Ça. Donc, c'est beaucoup, être leader, c'est être capable de communiquer. C'est beaucoup, beaucoup par la communication. L'écoute, la communication. C'est Puis, ça. justement, dans les moments difficiles, là, parce que j'imagine qu'un leader a aussi des moments qu'il est découragé, puis il ne sait pas trop comment se tourner. Puis quand on est leader, on peut se sentir seul aussi, j'imagine, des fois. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces moments plutôt difficiles ou plutôt creuses là, dans votre carrière? Là? Je te dirais, tu sais, j'entendais M. Sylvain Marcel avant moi, là, la ténacité. Tu sais, il faut être tenace. Puis, bon, et il faut douter aussi. Moi on ne donne pas cette impression-là tout le temps parce qu'on est devant le public, puis il faut s'exprimer, puis il faut démontrer de l'assurance. Mais il faut quand même toujours douter un peu. Pas hésiter sans se remettre en question publiquement, puis bon. Mais il faut toujours avoir un petit doute sur est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce qu'on s'en va au bon endroit? Puis, lorsque tu doutes, ben, tu vas chercher d'autres arguments qui vont te rassurer ou te convaincre que oui, tu vas dans la bonne direction, tu vas consulter davantage, mais le doute est nécessaire. Puis j'ai traversé des gouvernements où ça a été plus difficile, des ministres de l'Agriculture qui ont été plus difficiles aussi, différents partis politiques. Ça aussi, c'est un ajustement constant par rapport à l'environnement politique et économique. Là, on le voit actuellement, le prix des intrants agricoles, le prix des denrées agricoles est bon, mais les coûts de production vont être très élevés. Là. Il y a beaucoup d'insécurité par rapport au prix des intrants qui vont servir à la production agricole. Je pense au producteur de porc actuellement qui doit décider s'il poursuit ou pas. Bon, d'abord parce que Olimel décide de réduire sa transformation, mais aussi ça va coûter combien au prix du maïs dans 6 mois pour nourrir un porc. Là. Ça, c'est des décisions qui se prennent aujourd'hui. Alors, les producteurs agricoles sont vraiment devant des décisions difficiles et de plus en plus avec l'insécurité économique, si je peux dire, malgré que les prix sont bons à la ferme ou plus élevés, il y a un haut degré d'insécurité actuellement. Puis justement, faisons le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment de se sentir seul. Ouais. Je pense que vous l'aviez dit aussi, vous avez consulté, vous êtes allé voir ailleurs là, quand vous aviez des doutes ou des instants. D'où l'importance de bien s'entourer, que ce soit avec des amis, de la famille. C'est ça. Mais les gens ne réalisent pas toujours que quand on est président d'une fédération ou de l'UPA, on est souvent seul. On est seul dans sa voiture. On est seul souvent au restaurant. On est seul dans sa chambre d'hôtel. On en a du temps là, pour réfléchir. Là. Alors, puis ça prend une famille qui accepte ça. Là. Moi, mon épouse, elle m'a accompagné là-dedans, elle m'a soutenu là-dedans. Elle savait que j'aimais ça. Donc, elle a dit, vas-y. Puis, c'est elle qui s'est occupée des enfants naturellement. J'étais là, mais à distance. J'étais là, mais à distance. Alors, c'est sûr que la famille, mon frère Denis aussi, qui a accepté sur la ferme que je fasse ça, mais comme il était convaincu aussi que c'était important qu'on s'implique, bien, il voulait ça aller. Pour lui, c'était important que je m'implique. Ouais. Alors, on a eu une belle entente à ce niveau-là. Donc, j'ai eu un environnement idéal pour faire ce que j'ai fait.
Et par mes parents, puis par mon éducation, et par les opportunités que j'ai eues, ben, j'ai pu utiliser et mettre mes talents au service des producteurs agricoles. Et de cette cause-là, tu sais, c'est qui me touche, Puis tu sais, vous qui était avez proche de moi. Là. Tu sais, des gens me disent, tu aurais pu faire de la politique. Non. Tu sais, je ne serais pas un aussi bon député que j'ai été un bon président des producteurs de lait ou de l'UPA. pour défendre Parce que là, je travaillais avec du monde, je travaillais pour du monde qui était de mon, tu sais, qui me ressemblait, que j'aimais, que j'aime encore. Tu sais, pour moi, c'était important ce que je faisais, parce que c'était concret ce que je faisais pour eux. Là. Alors, c'est pour ça dans vos que valeurs c'est ça. d'être la voix pour représenter les producteurs agricoles, puis de faire valoir aussi ce métier-là c'est ça. auprès... La profession, communiquer la profession agricole, communiquer la réalité agricole, pas de façon toujours à se plaindre mais de façon réaliste aussi. Communiquer aux producteurs aussi les enjeux que la population... Que le consommateur voit ou ressent par rapport par exemple, à l'environnement. Tu sais, moi, j'ai parlé aux producteurs agricoles sur il faut changer nos pratiques au niveau de l'usage des pesticides ou il faut expliquer mieux qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai dit, si on est gêné de ce qu'on fait, c'est probablement qu'il y a de quoi qui n'est pas correct là. Soit par rapport au jugement qu'on reçoit, ou soit par rapport à la pratique qu'on a. Mais il faut être capable d'expliquer ce qu'on fait, il faut être capable de le défendre, puis de le justifier. Si ce n'est pas justifiable, c'est probablement qu'on est dans l'erreur. Mais ça, puis les pratiques, bon, je ne suis pas le seul, là, on n'est pas... Mais moi, j'avais cette approche-là avec les producteurs. Je ne me mettais pas... je n'étais pas prêt à défendre n'importe quoi non plus. Puis, justement, on parlait tout à l'heure là, de la prochaine génération, les consommateurs qui changent un peu leur type d'alimentation, puis comment ils voient qu'est-ce qu'ils mangent, le lien avec les impacts sur l'environnement. Vous avez mentionné tout à l'heure votre famille, vos enfants. Vous avez trois jeunes adultes. Oui. Au cours de votre carrière, comment est-ce que vos enfants, quand ils vous entendaient défendre certains types de production, puis certaines façons de faire dans l'agriculture, est-ce qu'ils étaient toujours d'accord avec vous? D'accord, c'est d'abord... pas nécessairement toujours d'accord, mais ils comprenaient en même temps. Tu sais, mes filles ont eu une période un peu plus végane, autour de 18-19 ans. C'était correct. Tu sais, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas à juger ça. Puis là, ils sont redevenus flexitariennes. Flexitariennes, voilà. Mais ça, nos enfants, moi, tu sais, autant j'ai eu de la liberté, moi, autant j'ai voulu qu'eux en aient aussi. Là, tu sais, puis je pense que ce que j'ai vécu les a sans doute inspirés pour ce qu'ils pouvaient, eux aussi, à leur tour, devenir. Là. Tu sais, moi, j'ai souhaité qu'ils voyagent, j'ai souhaité qu'ils aillent ailleurs dans le Canada pour apprendre l'anglais, ce que j'aurais aimé parler mieux l'anglais, naturellement. Je baragouine l'anglais, mais j'aurais aimé parler mieux l'anglais. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants maintenant. Puis ça change la vie aussi. Ça change la perception par rapport à l'avenir. Parce qu'à partir du moment où on a des petits-enfants, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, peut-être, mais on ne voit pas l'avenir en fonction de nous. On voit l'avenir en fonction d'eux. Et là, on se dit... dans quel monde vont-ils vivre? Puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que le monde qu'on va leur léguer, parce qu'ils ont 2 ans, 3 ans, quand ils auront 40, 45 ans, dans quel monde vivront-ils? Et leurs enfants. Enfants. Donc là, moi, je suis rendu à une étape de ma vie où je n'entrevois plus l'avenir par rapport à mes besoins à moi, mais par rapport à leurs besoins à eux. Et ça change la perspective de beaucoup de choses.
Et ça vous amène à regarder des choses différentes par rapport à votre travail, Ben, à justement. m'impliquer différemment. C'est pour ça Exact. que j'ai aimé au début quand tu as dit il n'envisage pas la retraite. C'est Non, pas vrai. j'envisage pas la retraite parce que je pense qu'il y a encore des choses, on peut faire encore des choses justement pour préparer l'avenir de nos enfants. Puis, 10 ans que vous avez été à la tête de Ouais. l'UPA, à la présidence. Pourquoi vous avez quitté? Ça allait bien pourtant, là, à mes yeux puis aux yeux de bien du monde. Pourquoi tout d'un coup on décide de... Parce que, bon, quand j'ai quitté les producteurs de lait, c'est la même chose. Moi, je dis, les organisations se renouvellent par les changements à la direction. Puis ça, oui, j'aurais pu continuer. Puis j'étais un peu dans des pantoufles. Là, après 10 ans, tu n'es pas surpris du prochain conseil général, tu n'es pas nerveux du prochain exécutif qui s'en vient. Donc, tu as un certain confort. Je sais, maintenant, c'est Martin Caron. Je sais que la première journée qui est arrivée, là, il était crinqué comme ça. Là. Il a le goût d'abattre des murs, il a le goût de faire la démonstration qui va aller encore plus loin. Ça c'est bon pour l'organisation. Ça fait que moi, j'avais la conviction que pour l'Union des producteurs agricoles, le changement serait bon. Serait bon. Puis l'avenir nous le dira. Puis vous aviez d'autres projets aussi. En disant ça, je mets un peu de pression sur Martin. Mais j'ai confiance. Là, oui. J'ai rencontré l'exécutif, j'ai rencontré Martin. Puis, ils sont très bien, ils sont motivés. Très bien partis. C'est ça. Puis en même temps, l'UPA a vécu des élections douloureuses, divisives. Puis je ne souhaitais pas que ça arrive. Puis je dis, c'est le temps de partir pendant que ça va bien. Ouais. Alors, c'est ça. Puis vous avez d'autres projets. Puis je me doute d'ailleurs que tu es impatient de justement aborder la question de la coalition. L'objectif de la coalition, c'est d'arriver à une plus grande autonomie alimentaire des nations. Peux-tu nous donner les grands axes d'intervention? Je vais faire un bref retour sur la coalition. Elle existe depuis 2008. Elle s'appelait la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Au début, c'était beaucoup en réaction aux pressions subies par les négociations à l'OMC et tout. On voulait que la population se mobilise pour protéger nos marchés. C'est carrément ça. On est devenu la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire suite aux recherches de la docteure Geneviève Parent, qui est responsable de la chaire en droit sur la diversité agricole et la sécurité alimentaire. Elle a pondu une convention sur l'exception agricole et alimentaire. Ça nous a fait cheminer vers une réflexion lors du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires et proposer, lors de cette réflexion-là, une mobilisation du Québec, mais un mouvement autour de nourrir l'humanité durablement. Parce que selon nous, c'est le plus grand défi de l'humanité pour les prochaines décennies. Quand on regarde l'impact des changements climatiques, quand on regarde l'accroissement de la population, quand on regarde la perte de sol arable par le dessèchement de certaines régions, l'assèchement de certaines régions, on voit les conséquences de la guerre en Ukraine maintenant, on voit une inflation importante du prix des aliments. Ici, au Canada, on va continuer de se nourrir, on a les moyens, mais l'augmentation du prix des aliments va avoir un impact terrible là, sur les populations de certains pays actuellement. Donc, au niveau mondial, on ne peut plus traiter l'aliment uniquement comme une marchandise et espérer que le marché va subvenir aux besoins de tous. Donc, c'est pour ça que le mouvement « Nourrir l'humanité durablement », bon, c'est très ambitieux. Certains vont dire bon, « T'es rêveur, gros lot, là, arrête, là, reviens sur la terre ». Mais c'est à partir de gens qui ont des idées comme ça et en discutant, qu'on finit par rallier des gens et amener les gens ou les décideurs à aborder les problèmes différemment et à dire oui, il faut s'en occuper. Alors, c'est ça. Concrètement, Marcel, juste pour bien positionner, là, nous, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce mouvement-là ensemble, mais
comment que ça se concrétise, ça? Comment on peut regarde, s'assurer que le monde soit nourri durablement partout? D'abord, en sachant que c'est une responsabilité collective et non pas la responsabilité du marché. Le Canada a une politique alimentaire dans le but d'assurer l'alimentation de toute la population. Elle est très orientée sur le marché encore aujourd'hui, mais moi, je suis sur un groupe qui réfléchit à ça actuellement au niveau du Canada. On a les banques alimentaires qui survivent grâce à la générosité des donateurs, mais ce n'est pas normal, selon moi, dans nos sociétés, que une partie, presque 10% de la population, se nourrissent grâce à la générosité des autres. C'est dangereux même. Donc, moi, je vois un système alimentaire qui devrait prendre soin de tous, nourrir tout le monde, assurer la stabilité politique de nos pays parce que tout le monde aura mangé à sa faim. Et ça, ça se construit collectivement. Ça se construit au Canada, ça se construit mondialement, mais il y a une réflexion à faire à ce niveau-là avec les enjeux climatiques qu'on va traverser, avec l'accès aux aliments qui devient plus difficile. Moi, je n'ai pas les solutions à tout. Ce qu'on propose actuellement, c'est une coalition pour y réfléchir. Il faut amener cet enjeu-là sur la place publique parce que, selon moi, le marché, laissé à lui-même, va permettre de nourrir de moins en moins de personnes à cause des prix des aliments. Donc si je comprends bien, si on se fie juste à comment notre système mondial d'échange commercial et de nos aliments est comme il est là, ça ne suffira pas. Je vais donner un exemple concret. Oui. Okay? En Afrique du Sud, actuellement, ils ont négocié des contrats pour l'approvisionnement de blé et d'intrants agricoles. Le pays voisin est en train d'essayer d'offrir plus à ces fournisseurs-là pour que le produit s'en vienne chez lui plutôt que d'aller en Afrique du Sud. Fait que là, les prochains mois vont être critiques là, au niveau alimentaire mondial. L'ONU le sait, la FAO le sait aussi. Et si on veut éviter ces situations-là, il faut planifier un peu plus le système alimentaire. Il faut partager. Et il faut impliquer davantage la FAO. Oui. Il faut inviter, les gouvernements devront s'impliquer davantage aussi. C'est une question de stabilité politique et c'est une question de laisser à nos enfants un monde meilleur également. C'est bien. Puis c'est ambitieux, comme on a déjà discuté ensemble. On a des contacts avec la France, on a des contacts avec l'Organisation mondiale des agriculteurs, on a échangé avec la Fédération canadienne d'agriculture. On est au départ d'une réflexion. Et puis, quand on a parlé ensemble, Marcel, il y a quelques semaines, puis je disais, Marcel, c'est vraiment ambitieux, mais je pense que ta réponse, pour moi, c'était la réponse dans tout ça, c'est pas moi qui va faire ça. Non. Tu lances une idée, on est plusieurs déjà au Québec à la partager, cette idée-là. Tu contactes d'autres personnes, tu crées des lieux d'échange. On espère avoir en Europe aussi des gens qui vont partager ce point de vue-là. Puis à mesure que cette idée-là se répand, la réflexion implique de plus en plus de personnes, ça a de l'influence sur les décideurs. Puis finalement, c'est les gouvernements qui se sentent légitimés d'agir parce que les populations le réclament. Donc, dans les démocraties, ça fonctionne comme ça. Et c'est un autre moyen de justement utiliser ton leadership pour influencer et amener les gens à aspirer à quelque chose de plus grand. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les producteurs agricoles, on est sous pression environnementale, on est sous pression pour l'élevage, on est sous pression pour le bien-être animal, on est sous pression parce que lorsque les prix des aliments augmentent, on se tourne tout de suite vers les producteurs agricoles. Mais dans ce mouvement-là, les producteurs agricoles pourraient être des leaders plutôt que d'être en réaction. Parce que nourrir durablement, ça va partir d'abord de l'action des producteurs agricoles dans chacun des pays. Puis justement, c'était ma question. Comment ils peuvent jouer concrètement un rôle? Les producteurs, et pourquoi le feraient-ils, oui? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire, par rapport à la planète, par rapport à... Tu sais, un producteur agricole, il n'y a rien qui souhaite davantage que de léguer la ferme à ses enfants. La plupart, là. Puis on travaille tous pour entretenir nos sols, pour
pour ça. Tu sais, on veut léguer. Mais là, il faut le voir un peu plus largement. Oui, je vais léguer ma terre en santé aux générations suivantes en espérant qu'ils puissent en vivre bien. Mais si on se met tous ensemble, on est conscient de cette obligation-là qu'on a de laisser aux générations suivantes un bien qui est pérenne, en santé et productif, bien, on va contribuer à cet effort-là, nourrir durablement l'humanité. Continuer à nourrir les gens, comme vous le faites si bien, comme les producteurs le font si bien, puis comme tu le dis, Marcel, je pense que c'est ancré en eux, hein, de garder leur sol en santé, de garder la terre vivante pour des années à venir, pour s'assurer justement que les jeunes, les enfants continuent. Mais en même temps, on fait face à des produits importés qui sont importés de pays où il n'y a pas ces mêmes préoccupations-là. Alors, c'est une compétition déloyale. Donc, nourrir durablement, c'est aussi que la compétition sur nos marchés soit adaptée aux conditions qu'on nous impose. Donc, c'est large, nourrir durablement. Et ça fait partie de ce mouvement-là. Et ça fait partie de ce mouvement-là aussi. Oui, de s'assurer qu'on est tous, qu'on travaille tous ensemble. C'est ça. Est-ce que c'est possible, Marcel? Ben, en doute. Non, j'en doute pas. J'ai le goût de voir comment vous allez. Moi, je pense que c'est possible. Oui, c'est ça. J'ai le goût que vous nous laissez avec un message d'espoir. Il y a un momentum actuellement dans la population, auprès des producteurs agricoles, chez les consommateurs, chez les gouvernements. Il faut agir pour les générations futures. Alors moi, je crois que le timing, comme on dit en bon anglais, est bon. Puis, moi, je le sens. Là. Je rencontre les groupes, je parle de ça. J'ai rencontré les centrales syndicales, j'ai partagé avec eux l'ambition de ce mouvement-là. Ils sont intéressés. Donc, je pense qu'il y a vraiment un moment là, où on peut amener un changement important, puis que les producteurs peuvent être les leaders de ce mouvement-là. Bien, merci, Marcel. Je pense que ça fait le tour de notre échange. Je ne sais pas si de ton côté, un message que tu aimerais laisser là, pour les producteurs, notre public aujourd'hui. Tu as la tribune, tu n'as pas nécessairement l'occasion à tous les jours de parler aux gens qui t'ont écouté longuement pendant toutes ces années. Ouais. Je pense que tu dois laisser un autre message. Ben, toi, tu me prends un petit peu au dépourvu, mais je dirais c'est d'avoir confiance. Moi, là, je viens d'une famille qui a eu des difficultés. Là. Quand j'étais jeune, on était vraiment pauvres. On a eu beaucoup de difficultés. Mais mes parents avaient une confiance en l'avenir inébranlable. Alors, moi, c'est ça qui m'a aussi servi beaucoup. Puis je regarde mes frères, mes sœurs, c'est important. Il faut avoir confiance, puis il faut aller de l'avant. Moi, c'est le message puis le conseil que je vous donnerais aujourd'hui. Puis pour avoir confiance, il faut bien s'entourer aussi. Ça, c'est l'autre, tu l'as dit un peu plus tôt. Donc, allez chercher les services qui existent, puis ayez confiance en vous. Bien, merci, Marcel. Merci beaucoup. Ce fut un bel échange, très inspirant, très instructif aussi. Je doutais pas aucunement. J'ai confiance autant dans votre projet qu'en vous, Marcel, puis dans vos capacités de mener ce projet-là le plus loin que tu peux et le léguer. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec est très proche de nous dans ce projet-là. Donc, on travaille aussi avec le gouvernement du Québec dans ce projet. Et l'Union française, je crois aussi. Et la FNSEA, là, qui a adhéré au mouvement aussi. Donc, là, c'est sûr que la pandémie ne nous a pas permis de voyager autant qu'on aurait souhaité, mais là, vous attendez je vous le juste... dis, il y a de l'intérêt. Ah oui, il y a de l'intérêt. Je sais qu'il y a de l'intérêt. Puis pas juste ici au Québec, à travers le pays, le Canada, puis ailleurs, comme vous dites, les pays européens qui débutent, l'Afrique. Je pense qu'il commence à avoir beaucoup de pourparlers aussi à travers des diverses nations dans le monde. Avec l'UPADI, on est présent en Afrique, puis on a des contacts avec eux là-bas, puis eux autres aussi, ça les intéresse beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis relativement confiant, malgré que ça a l'air d'un projet très ambitieux.
Malheureusement, nous avons plus le temps pour des questions. Donc, Marcel, désolé. On a trop parlé. On a trop parlé, on a jasé, c'était trop intéressant. Donc, voilà, merci encore une fois, Marcel, pour ce bel échange, ta grande générosité puis ton merci partage. Beaucoup. Puis je te souhaite bon succès et belle continuité merci beaucoup. dans tes projets et l'avenir.